Bonjour, chers auditeurs. Marie-France Guimarroche vous propose une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, émission soutenue par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir et consacrée aux législatives prochaines. Je reçois aujourd'hui dans nos studios du ROCAS Madame Nadia Favry, investie comme candidate du Parti socialiste dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir, celle de Dreux. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir. Et d'être là. Votre profession de foi est concise et explicite. Vous voulez défendre les valeurs de la gauche, l'écologie entre autres, mais aussi vous désirez vous adresser à tous les habitants, ceux de la ville, mais aussi ceux des zones périurbaines et de la campagne. Quelles sont les valeurs de la gauche, que les autres partis ne partagent pas? Pour moi, la gauche, elle défend avant tout un projet basé sur l'humain. C'est-à-dire que c'est la base de départ du projet. Tout le reste vient en fonction de ce postulat. Donc c'est ce qui me plaît dans le projet du Parti socialiste et qui intègre également depuis quelque temps déjà la partie écologique, qui est à mon sens le vrai défi à relever pour les prochaines années. Même peut-être pour le prochain siècle. On en reparlera. Donc c'est la politique au service de l'humain. Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire. Et qui êtes-vous? Alors j'ai 53 ans, bientôt 54. J'ai 3 enfants, dont la dernière a 16 ans. Elle est au lycée Branly à Dreux. J'ai été professeure pendant 18 ans dans un lycée Drouet, donc le lycée de Coinon. Et actuellement, je suis formatrice en français langue étrangère dans un organisme de formation. Qu'est-ce que c'est cette formation? Alors, j'initie les personnes d'origine étrangère qui arrivent sur le territoire depuis peu ou qui sont là depuis quelques années, mais qui ont de vraies difficultés dans la langue et qui recherchent un travail, puisque ce sont des formations qui sont adoubées, financées par Pôle emploi. De toute façon, ça doit être, je suppose, primordial de pouvoir parler la langue correctement quand on est dans un pays et qu'on cherche un emploi. C'est peut-être la première chose d'ailleurs. Ça a plusieurs fonctions. La langue, c'est un mode d'intégration. Bon, dans la vie de tous les jours, puisque on n'a pas les mêmes pratiques, le même fonctionnement dans la société, et c'est aussi pour le travail. Puisque quand on cherche un travail, évidemment, on a besoin de communiquer avec l'employeur. Pas forcément par rapport au métier qu'on exerce. Si on est boulanger et qu'on connaît son métier, on n'a pas forcément besoin de communiquer énormément. Mais par contre, on a quand même besoin de discuter avec son employeur pour savoir combien de pain on doit faire, la façon dont c'est fabriqué aussi, et puis dans la vente, on a besoin aussi de communiquer. Il y a plein de domaines où la langue est importante, mais c'est vraiment la base de l'intégration, la langue. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui habitaient Dreux, puisque ça s'adresse essentiellement à des Drouais, qui habitaient Dreux depuis des années, et qui n'avaient pas fait cette démarche-là et qui aujourd'hui se rendent compte que s'ils veulent trouver du travail, ils doivent repartir de la base, c'est-à-dire la langue, l'initiation à la langue. Il y avait eu un projet très récent qui consistait à demander à tous les chefs de chantier de pouvoir communiquer avec leurs ouvriers qui n'étaient pas français, qui ne parlaient pas le français, et de façon à ce que aussi pour la sécurité ce soit très encadré et qu'ils ne puissent pas échapper à des directives justement concernant cette sécurité. Est-ce que vous êtes pour cette chose-là? Il s'agit de la clause Molière qui invitait donc les responsables du bâtiment, dans le bâtiment principalement, à ce que le personnel communique en français. Or, on se rend compte que 80% des ouvriers sont d'origine étrangère et parlent plusieurs langues, c'est-à-dire que la difficulté, c'est pas uniquement le fait d'imposer le français, c'est que quelquefois c'est un petit peu compliqué puisque les langues sont différentes. En même temps, quand dans les années 60 à Dreux, on a construit
toutes les cités HLM qui sont en partie détruites maintenant, mais à l'époque, le problème se posait de la même façon. Et on a réussi à construire des immeubles, on construit des maisons, etc. Poser le problème de la sécurité. Moi, je me pose la question, est-ce que les employeurs sont vigilants par rapport au port du casque, vis-à-vis des chaussures de sécurité, vis-à-vis des échafaudages qui doivent être sécurisés? Là, je trouve qu'on a une grande marge de manœuvre à ce niveau-là et que, malgré tout, même si on peut imaginer que la langue est une difficulté dans ces milieux-là, ils arrivent à communiquer et que le problème de sécurité vient davantage, je pense, des employeurs qui n'imposent pas suffisamment le respect de ces règles de sécurité qu'un problème de langue. Le problème du casque, etc. Donc ça, c'est 3 points qui sont pour vous primordiaux. Oui. Très bien. Vous avez été choisi comment pour représenter le PS à cette élection? C'est votre première élection? Alors, je me suis présentée sur la liste des municipales sur la liste du Parti socialiste avec Valentino Cambuto. Mais à titre individuel, oui, c'est ma première élection. J'avais pas pour ambition de me présenter donc aux législatives. C'est un concours de circonstances, en fait, puisque, comme vous le savez, le Parti socialiste attache beaucoup d'importance à la parité. C'est pas toujours facile de la mettre en pratique et il faut parfois l'imposer. Tous les partis sont concernés, en tout cas, maintenant, de plus en plus. Alors, tous les partis sont concernés de fait. En pratique, donc il y a des amendes pour ceux qui ne respectent pas donc cette obligation de parité, et beaucoup préfèrent payer des amendes, et je dois reconnaître que le Parti socialiste en paye aussi. Il est encore compliqué de trouver des femmes qui veulent se lancer en politique parce que je crois que dans notre éducation... Ça a été de tout temps le problème, je crois. Alors de tout temps non, puisqu'on n'a pas le droit de vote depuis si longtemps que ça. Depuis 1945, les femmes votent. Donc c'est pas très très ancien. Et donc il faut justement que la femme arrive à se faire une place. Donc dans ce milieu qui est très masculin, qui fonctionne avec des codes masculins, et voilà. Et même au sein d'un parti qui revendique la parité et qui l'a mise en place d'ailleurs au départemental, puisque il y a une loi maintenant qui oblige à présenter des binômes, et donc de fait le conseil départemental devient paritaire. C'est également le Parti socialiste qui a initié la parité dans les conseils municipaux. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, il faut savoir qu'on est à 27% de présence féminine et au Sénat, 25%. Le Donc, quart. On est loin du compte. Alors, j'entends les gens qui me disent « oui, mais on n'est pas obligé de faire 50-50 ». On est d'accord, mais on est quand même dans un système donc où on est censé représenter la population. Est-ce qu'on peut imaginer que 27% de femmes, c'est un chiffre suffisant pour représenter les besoins de ces femmes? De la même façon, quand on voit que une classe politique est composée principalement de gens qui sortent de grandes écoles, Polytechnique, ENA, on a beaucoup d'avocats, je ne me reconnais pas dans l'Assemblée actuelle. Je voudrais, moi, qu'il y ait davantage de salariés, de commerçants, d'agriculteurs. Bon. À un moment donné, à l'Assemblée nationale, il y avait énormément de professions libérales. Et aussi beaucoup de fonctionnaires. Des fonctionnaires énarques et professions libérales, je suis d'accord avec vous. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des gens qui représentent les avocats ou les énarques, etc., qui représentent une classe favorisée. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le déséquilibre flagrant et le manque de représentativité à l'Assemblée nationale de la diversité de la population. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à me présenter, parce que c'est quand même assez compliqué globalement de se présenter, puisque il y a un aspect financier, il faut avancer l'argent, c'est-à-dire on doit faire un prêt à la banque d'environ 30 000 euros. Donc qui vous est accordé sans aucun problème? Avec beaucoup de difficultés, puisque maintenant il n'y a plus de prêts destinés aux campagnes, c'est-à-dire qu'il faut faire des prêts personnels.
et donc qui dépendent de votre condition financière. Donc c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. L'une de vos valeurs, donc, est les droits des femmes. Dans une émission hier, c'est pas vieux du tout, Thé ou Café, Marc Lévy, l'écrivain à succès, disait être absolument effaré de voir à la télévision un groupe d'hommes entourant un président décider et signer ensemble des lois qui engagent la vie des femmes. Il pensait, dit-il, être revenu au XVIIIe siècle, tout simplement. Et aussi, il disait ne pas comprendre le fait de la différence quasiment systématique des salaires, qui est de règle encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Alors déjà, c'est pas seulement à la télévision qu'on voit des groupes d'hommes signés pour les citoyens. Si vous prenez le journal Le Quotidien, vous verrez que globalement, les photos représentent une majorité d'hommes dans les associations, dans le milieu politique. C'est très flagrant. Dans les journaux locaux d'information. C'est ce modèle-là que je souhaiterais changer. Et c'est pour ça que je me présente aussi, pour qu'on voit davantage de femmes en politique. Sur la différence de salaire, elle est de mise, mais elle n'est pas de règle. Ce que j'entends par là, c'est que la loi oblige à donner un salaire équivalent pour un poste équivalent. Ah, comment peut-on la contourner, cette loi ? Parce qu'elle est contournée, visiblement. Elle est contournée parce qu'il faudrait des contrôles dans toutes les entreprises et qu'il faudrait éplucher les salaires et voir est-ce que le poste est identique, quelles sont les primes qui sont intégrées, etc. C'est très compliqué à vérifier, en fait. Il faudrait embaucher tellement de personnes pour vérifier que ça me paraît compliqué. Alors donc, qui a décidé que vous seriez candidate ? Alors, de fait, il n'y avait aucune candidature féminine. Et la circonscription numéro 2, pour le respect de la parité au niveau national, était réservée à une femme. Il fallait donc que ce soit une femme. Il n'y avait pas de candidature. Je me suis sentie l'obligation morale de me présenter. Et donc ma candidature a été validée par un vote en interne. Et voilà, depuis plusieurs mois, je suis investie. Vous faites de la politique depuis 2013, depuis 4 ans. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre engagement ? Au Parti socialiste, bien sûr. Donc, avant de m'engager au Parti socialiste, j'étais engagée au niveau associatif. Alors déjà, dans les fédérations de parents d'élèves, donc avec la participation au conseil de classe, la participation au conseil d'administration, parce que je pensais qu'il était important de représenter les parents, d'une part, et d'autre part, je voulais que mes enfants se sentent bien dans un milieu où dans le milieu scolaire et aussi je voulais que mes enfants voient mon investissement pour eux, mon intérêt pour eux, car je pense que la confiance que ça peut générer chez les enfants peut leur servir toute la vie. Si les enfants sentent qu'on est impliqué dans leur vie personnelle et leur vie scolaire, ils sentent qu'on a confiance en eux et cette confiance, elle est très importante dans la réussite plus tard.
Et que pensez-vous donc, avec votre engagement dans l'association des parents d'élèves, de l'éducation nationale? Alors l'éducation nationale, je la connais des deux côtés, donc en tant que parent et en tant qu'enseignant. Voilà, dans le cadre de la scolarité de mes enfants et en tant qu'enseignante puisque j'ai exercé pendant 18 ans dans un lycée professionnel. Vous enseignez quoi d'ailleurs dans ce lycée? La vente, les techniques de vente. Voilà. Donc le lycée de Coinon qui est un lycée privé sous contrat. Donc je connais également les polémiques qui peuvent exister entre le public et le privé. Je suis au milieu de tout ça et moi je reviens toujours à l'idée qu'il faut placer l'humain au cœur de nos décisions. Quand on se pose des questions sur l'intérêt du public ou du privé, la question qu'il faut se poser c'est quel est l'intérêt pour l'enfant? Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'enfant à ce qu'il y ait deux types d'éducation, par exemple? Donc l'éducation nationale, elle a un rôle majeur dans la construction de notre société. Dans la construction des individus, et ça c'est très important. Tout à fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que l'éducation nationale, on pense souvent au savoir qu'elle peut transmettre. Mais c'est surtout, pour moi, la transmission de valeurs également, des valeurs qui construisent notre société, c'est-à-dire la façon dont on vit ensemble. Non seulement le savoir, mais aussi le savoir-vivre. C'est ça, le savoir-vivre ensemble, la tolérance vis-à-vis des gens qui sont différents, des différences de toutes sortes. Ça peut être le handicap, donc accepter que dans les écoles, les enfants qui ont un handicap quel qu'il soit puissent intégrer les classes. C'est encore compliqué. La différence de culture, il faut de la mixité sociale dans les écoles. Et donc pour ça, il faut que la ville soit construite de façon à ce qu'il n'y ait pas des quartiers différents, tellement différents qu'il n'y a plus de mixité au sein de l'école. Et pour pouvoir aimer les autres, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut vivre sa jeunesse avec des gens différents. C'est pas à 20 ans qu'on apprend à être tolérant. On l'apprend tout petit en étant à l'école et c'est vrai que souvent dans la bouche des enfants, il n'y a pas de couleur. Vous pensez qu'en fait, la peur de l'autre vient de ce qu'on ne le connaît pas? Tout à fait. Donc actuellement, je travaille avec des adultes donc d'origine étrangère très différentes. Donc il y a des groupes composés de gens qui viennent de pays de l'Est, d'Afrique noire, des pays du Maghreb, etc. Peut-être les gens du pays de l'Est ont beaucoup plus de facilité pour les langues, non? Alors, c'est moins une question d'origine qu'une question d'âge. J'ai vu donc un jeune homme qui était là depuis quelques mois, qui arrivait d'Italie et qui était d'origine marocaine, qui a appris le français mais à une vitesse incroyable. Et d'autres adultes qui sont là parfois depuis 10 ans et qui ont une difficulté énorme à acquérir des nouveaux réflexes linguistiques. Pour moi, donc, c'est peut-être plus une question d'âge. Et donc là, dans la diversité des cultures, on rencontrait ce choc également de méconnaissance de l'autre. Hein, il y avait également des gens du Pakistan, etc. Et moi, mon défi, chaque fois, c'était d'organiser la formation pour qu'elle ait lieu dans une ambiance de tolérance et de bienveillance vis-à-vis des autres. Déjà, ça doit pas être simple tous les jours, j'imagine. C'était pas simple au départ. Ça n'est jamais simple au départ parce qu'il faut accorder ses violons. Il faut que chacun apprenne à supporter la différence parce que quelquefois c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'utilise le mot supporter. Et finalement, ça devient une aventure, une véritable richesse. Je ressors de là et les gens qui font partie du groupe, évidemment, le perçoivent également comme ça, avec une sorte d'apaisement parce que finalement, ils se sont rendus compte que les gens qu'ils côtoyaient tous les jours dans leur quartier, en apprenant à les connaître, eh ben, ils avaient tout gagné. Et donc c'est ça va donner des fêtes des voisins très conviviales. Ah là, c'est déjà on commençait nous à fêter cette richesse et ce qui était le point commun
qui mettait tout le monde d'accord et que l'on partageait tous, c'était la cuisine. J'organisais donc un repas hebdomadaire où chaque personne ou chaque groupe de la même culture venait avec son plat qu'on partageait, nous expliquait voilà la recette, etc. Donc ce sont des choses qu'on partageait et qui mettaient tout le monde d'accord, voilà. Et ça va rester. La cuisine est une culture universelle. C'est universel, c'est incroyable et ça fait parler les gens. C'est-à-dire que j'organisais également des exposés où ils devaient parler de leur culture, donc à travers le sujet qui leur plaisait, et c'était souvent la cuisine qui revenait. Et c'était des sujets souvent qui étaient très écoutés par le groupe. Et il y a des plats qui étaient plus plébiscités que d'autres, enfin. Je crois que ce qui était intéressant, c'était la découverte. Au départ, on pouvait être un petit peu réticent, hein, parce que bon, les épices sont pas les mêmes, les saveurs, c'est très différent, bien sûr. Voilà, les saveurs étaient différentes, donc des fois on pouvait partir un petit peu, réticent. Finalement, c'était toujours des découvertes et des découvertes étonnantes et des recettes qui se partageaient. C'était ça aussi l'intérêt. Pour les recettes, bien sûr. Et pour ça, il faut savoir écrire et parler en français, justement. Exactement, c'était faire du français sans en avoir l'air. Bien sûr, comme Monsieur Jourdain, et c'est super. Et donc, vous avez eu cet engagement, mais comment étaient recrutés les participants à vos colloques, à vos... Alors, c'était des formations qui étaient financées par Pôle emploi. Ça l'est toujours? C'est toujours... Ça existe toujours. Ce sont des formations qui durent environ 3 mois. Donc, c'est Pôle emploi qui envoie ces personnes vers vous? Alors, c'est Pôle emploi qui détecte chez les demandeurs d'emploi un certain nombre de personnes qui pourraient avoir besoin de cours. Ensuite, je vais sur site, donc sur le site de Pôle emploi, où des réunions sont organisées et où je m'occupe moi-même du recrutement en recevant chaque personne individuellement pour connaître son niveau, mais surtout ses motivations. Et c'est très bien perçu par ces personnes, elles sont enthousiastes pour faire cette formation. Elles savent que c'est la clé pour trouver du travail. Donc, j'avais des personnes parfois qui étaient en pleurs lors des entretiens parce que pour elles, c'était vital de pouvoir parler la langue. On a souvent des préjugés sur les étrangers qui ne veulent pas s'intégrer, etc. Là, moi, ce que j'ai vu, ce sont des gens qui veulent un travail et qui ont compris qu'il fallait parler la langue. C'était indispensable. Voilà. Est-ce que vous abandonnerez cette fonction si vous êtes député? Alors, bien évidemment, j'estime qu'une fonction, un mandat politique demande qu'on s'y consacre à 100%. Donc déjà pour la campagne,
j'ai suspendu mon activité. Mais vous avez peut-être des aides autour de vous, des gens que vous pouvez former pour pouvoir faire le même job que vous. Alors, je ne forme pas les gens qui vont me remplacer. Vous les choisissez? Pour la formation? Oui. Non, je suis salariée d'un organisme et c'est l'organisme qui recrute. Qui va recruter Voilà. pour vous remplacer éventuellement. Tout à fait. Bien sûr. Donc, pendant 4 ans, ça a été votre principal engagement. Mon principal engagement, donc en politique, donc je suis passée à l'engagement politique, aussi parce que l'engagement associatif a ses limites et que je voulais aller plus loin. Je trouvais que justement on n'était pas suffisamment représenté, donc déjà en tant que femme, mais aussi en tant que salarié, employé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qu'il fallait s'engager pour que ce soit possible. On ne peut pas toujours rester du côté de la critique, il faut passer à l'acte, il faut passer à l'engagement. Nous parlerons de votre engagement donc dans cette campagne législative dans une prochaine émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio du ROCAS, Nadia Favry. Merci à Roland Richard qui enregistre cette émission. Nous nous retrouverons bientôt naturellement, chers auditeurs. À bientôt. Au revoir Nadia. Merci, au revoir.